Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous ouvrirons avec une nouvelle édition de l'opération Une naissance, un arbre. Nous découvrirons les résultats de l'opération Téléthon 2012. Nous reviendrons sur le premier sommet des présidents de Parlement qui s'est tenu à Marseille. Et enfin, direction l'Auditorium Régnier 3 pour le 11e épisode du Printemps des Arts. Le concept est né il y a 6 ans. Pour toute naissance enregistrée en principauté, la mairie s'engage à planter un arbre à proximité de Monaco. Il s'agit de l'opération Une naissance, un arbre, un reportage de Fabien Bonilla. La mairie de Monaco et l'Office national des forêts sont associés pour la 6e fois au programme mondial de reboisement des Nations Unies, programme qui s'appelle « Plantons pour la planète ». À chaque naissance en principauté depuis 2008, un arbre est planté dans un superbe site qui domine la principauté, la Pinette de la Turbie. C'est très important pour la région, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a eu des grands incendies il y a quelques années, et ça permet donc de reboiser cette magnifique, les alentours de Monaco. Ça, c'est la partie utilitaire. Alors, la partie symbolique, évidemment, puisque cette année, c'est la 6e année, les parents reçoivent pour leur enfant un petit certificat lorsqu'ils déclarent leur naissance, et donc ça permet de sensibiliser donc, la population à la nature. Et c'est quelque chose qui marque, les gens sont très sensibles. Nos administrés sont très sensibles à ce programme. Que ce soit des oliviers, des arbousiers, des amandiers ou encore entre autres du thym ou du romarin, 979 arbres sont actuellement plantés, arbres qui correspondent aux 979 naissances en 2012 à Monaco, dont celui de la petite Léana. On est très fiers d'avoir planté l'arbre. C'est vrai qu'ici c'est un beau site et il y a une super vue, donc c'est vrai que c'est très agréable. on avait déjà planté un arbre de l'autre côté pour mon fils qui a 3 ans, donc c'est vrai que c'est vraiment sympa comme initiative, pour vraiment du plaisir à chaque fois à venir. Qu'il ou elle s'appelle Léana, Daphné, Zoé ou encore Hugo, en 5 ans, la principauté a planté 5854 arbres dans le cadre de ce programme mondial de reboisement. Parlons du Téléthon à présent. Le voile a été levé sur les fonds récoltés lors de la dernière édition. Alors la mobilisation a-t-elle été aussi forte que les années précédentes? Le point avec Émilie Rousseau. Les 7 et 8 décembre dernier, la 26e édition du Téléthon avait de nouveau proposé une multitude d'animations sur le port Hercule. Le village avait d'ailleurs connu une mobilisation record afin de récolter des fonds pour financer les projets de recherche sur les maladies génétiques rares. Cette année, le Téléthon en principauté a permis de collecter un peu plus de 138 000 €. C'est un chiffre qui est en légère baisse par rapport à 2011, qui était une année exceptionnelle, c'était la 25e édition. Et donc ce chiffre, il faut l'analyser puisqu'il y a 2 constantes dans un chiffre du Téléthon. La partie promesse de don, sur laquelle nous avons peu de maîtrise, puisque ce sont les gens qui prennent le téléphone ou ne le prennent pas. Donc ce chiffre a été un petit peu en baisse. En revanche, la mobilisation de tous les bénévoles qui se mobilisent pour proposer des animations, ce chiffre est en hausse et donc c'est un motif de satisfaction. En effet, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour cette 26e édition du Téléthon, aussi bien sur le port Hercule que dans les établissements scolaires. Un élan de générosité que ces bénévoles comptent déjà réitérer les 6 et 7 décembre pour la prochaine édition du Téléthon. Nous vous en avions déjà parlé dans la précédente édition dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Laurent Nouvion et Jean-Charles Alavena ont pris part au premier sommet des présidents des parlements membres qui s'est déroulé à Marseille. Retour sur ce sommet dans ce reportage. Elle a été fondée en 2008, 5 ans après la naissance de l'Union pour la Méditerranée à Paris. Une quarantaine de présidents de parlement, à l'image de Laurent Nouvion, président du Conseil national, se sont réunis autour du président du Parlement européen, Martin Schulz, dans la cité phocéenne, au cœur d'un nouvel établissement, symbole du renforcement des liens entre les peuples, la Villa Méditerranée. Objectif de ce premier sommet organisé dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, échanger, rencontrer des acteurs de la société civile et adopter une déclaration commune, une déclaration qui comprend notamment des volontés d'échange et de synergie afin de favoriser les liens entre les 2 rives.
Aujourd'hui, il y a une attente très forte de la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure dans les déclarations autour de la table que la jeunesse n'avait pas de patience et qu'elle avait raison. Et je crois que c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire aussi est l'accès à l'éducation. Et il m'a paru important également, en plein accord avec Jean-Charles Alavena, notre président pour la Commission des Affaires extérieures, qu'un programme Erasmus Méditerranée puisse voir le jour. Il y a un problème pratique avec les visas et l'obtention des visas dans tous ces pays méditerranéens. Donc à notre petit stade, j'espère que nous pourrons faire avancer le processus. Et dès la semaine prochaine, M. Alavena se joindra à la délégation à Bruxelles pour l'Union pour la Méditerranée pour signer la déclaration commune remaniée avec les différentes demandes de modification aujourd'hui. L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée est l'institution parlementaire du processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée. Cette assemblée doit donc permettre de donner de l'impulsion et d'apporter la contribution des parlements au partenariat euro-méditerranéen. Elle comprend 260 membres. La délégation monégasque est composée de 2 membres, dont le président de la Commission des relations extérieures. Je crois qu'il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de choses difficiles. L'avantage de l'UPM ou de structures comme celle-là, c'est que les gens sont présents, sont autour de la table et se parlent. Donc c'est toujours par le début de dialogue qu'on peut espérer des choses, mais je ne pense pas qu'on règle spontanément des conflits vieux de 50 ans. On a beaucoup parlé d'Israël-Palestine, on a parlé de la Syrie, sur lequel toute la communauté internationale est en cause depuis 2 ans. On a parlé du Maroc et de l'Algérie, etc. Donc tout ça, ce sont des volontés. Aujourd'hui, l'important, et c'est le sens du secrétaire général de l'UPM, c'est de s'attacher à des projets concrets. Monaco peut apporter sa part sur des choses concrètes et réelles. La présence du président du Conseil national Laurent Nouvion et celle de Jean-Charles Alavena constituaient la première participation de la nouvelle législature à un sommet international. Prochain déplacement en France, toujours, mais plus au nord, à Strasbourg précisément, dans un peu moins de 15 jours. Du 11 au 18 avril prochain, José Badia effectuera un déplacement à Maurice. Le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures nous en dit plus sur le programme de ce déplacement. Il est au micro d'Émilie Rousseau. C'est un déplacement qui a plusieurs objets, mais il est de manière principale, et je dirais première, motivé par la signature d'un nouvel accord d'ordre fiscal avec les autorités mauriciennes. Ce sera sans nul doute le 27e de la liste de ceux que nous aurons signés. C'est un accord dont le principe a été adopté en 2011. En fait, il avait été précédé en 2004 par la signature d'un accord administratif de coopération anti-blanchiment. Et il est apparu effectivement expédient pour les 2 entités, en fait, Monaco comme l'île Maurice, dans le cadre de nos rencontres et de nos accords avec l'OCDE, donc d'aller un peu au-delà. Et c'est donc un accord de non-double imposition que je vais signer au nom du gouvernement en me rendant dans l'île. Alors, quelles sont les relations entre la principauté et Maurice ? Alors, en termes de diplomatie, nous n'avons pas encore d'accord diplomatique, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais nous avons un consul de Maurice à Monaco depuis 1997, M. Michel Gramalia, qui était et qui est toujours très actif, d'ailleurs il m'accompagne dans ce déplacement, et qui nous a aidés à monter déjà plusieurs thèmes de coopération. Alors le premier, peut-être le principal qui a été mis en œuvre, c'est un accord avec le lycée hôtelier de Monaco, je dirais en termes d'échange avec l'école hôtelière qui est dans l'île. Et il s'agit là de permettre à des élèves des 2 parties de venir l'un chez l'autre pour se former mutuellement et continuer son apprentissage. Mais c'est plutôt en termes d'expérience, ce n'est pas sous forme de scolarité, hein, c'est plus la pratique des choses. Et à ce jour, plus de 35 élèves entre la Principauté et Maurice bénéficiaient de cet échange. Cet échange donc a été renouvelé l'année dernière. Il s'est trouvé complété par la possibilité maintenant d'envoyer des professeurs de Monaco à Maurice, et peut-être réciproquement. En tout cas là c'est Monaco qui, si j'ose dire, tire le premier,
puisque c'est un professeur de pâtisserie qui va venir l'été prochain à Maurice et pendant 2 mois enseigner aux jeunes Mauriciens l'art de la pâtisserie. Monsieur le conseiller, je crois que pendant ce déplacement, il va y avoir un événement parmi tant d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, mais il se trouve que c'est un hasard de calendrier. Donc l'école hôtelière que j'ai déjà citée, qui s'appelle Gaëtan Duval, va avoir la princesse Stéphanie comme marraine. Et ce sera l'occasion pour la princesse de venir, sinon inaugurer une plaque, mais du moins de couper un ruban qui matérialisera donc ce nouvel engagement. Bon, je dis nouveau parce que la princesse, au travers de Faïted, s'intervient déjà depuis plus de 5 ans en matière de lutte contre le sida. On sait que malheureusement, l'île Maurice est sensible à ce fléau et la princesse a déjà de nombreuses activités en ce domaine. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo présentait ce dimanche des musiques dites dégénérées. Sous la direction de Laurence Foster, le public a pu entendre à l'auditorium Régnier 3 des partitions censurées, le récit de José Sacré. Dimanche 7 avril 2013, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurence Foster et en soliste l'extraordinaire violoniste Frank-Peter Zimmermann ont interprété des œuvres de Schreker, d'Hindemith, de Kurt Weill et de Schoenberg. Des œuvres regroupées sous le titre général de musique dégénérée, une expression honteuse inventée par le régime national-socialiste pour mettre au banc de la société allemande les artistes plasticiens dès 1937, puis les compositeurs et musiciens en 1938. Une réaction féroce des nazis, d'abord contre la modernité. La modernité des années 1910, la tonalité incarnée par Arnold Schoenberg, mais également tous les courants avant-gardistes des années 20, incarnés par Paul Hindemith, par Kurt Weill, le jazz, l'intrusion de formes considérées comme non savantes dans la musique sérieuse. Toutes ces tendances qui, selon les idéologues nazis, auraient précipité la musique allemande dans l'abîme. Cette réaction contre l'art en général, la musique, contre les œuvres, n'était-elle pas ou n'est-elle pas devenue ensuite purement du racisme ? Si, bien sûr, il y a des critères biologiques et d'ailleurs qui sont énoncés avant même l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. Hitler d'ailleurs se situe vraiment en symbiose avec d'autres penseurs, d'autres historiens dès les années 1920 et dans le domaine musical notamment. Un certain Hans Pfitzner écrit des pamphlets nationalistes extrêmement violents qui rencontrent les théories politiques d'Adolf Hitler. Est-ce que le programme de ce soir, à travers les 4 compositeurs, représente bien cette époque de musique dite dégénérée ? Oui, parce qu'il y a à la fois des compositeurs de l'ancienne génération, c'est Arnold Schoenberg, Schreker, donc qui représente la génération des années 1870, d'abord à Vienne puis à Berlin. Et puis il y a les 2 jeunes compositeurs que sont Hindemith et Kurt Weill, c'est-à-dire nés vers 1895-1900, et qui justement sont en rupture avec l'héritage musical de leurs aînés. Et donc ce concert est véritablement représentatif de ce qu'on trouvait dans la vie musicale des années 20. L'œuvre la plus saisissante de ce programme était sans conteste Un survivant de Varsovie, composé en 1947 par Arnold Schoenberg, en hommage aux victimes du ghetto de la capitale polonaise. Mervon Mehta, le fils du grand chef d'orchestre Zubin Mehta, en était le narrateur, avec la participation du chœur d'hommes de l'Opéra de Monte-Carlo. And in the middle of it, they began singing the Shema Yisrael.
Avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mercredi, belle journée au programme avec des températures allant de 11 à 17 degrés. Jeudi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre restant très clément. Vendredi, poursuite d'un temps assez nuageux avec un mercure pratiquement identique. Et enfin samedi, un début de week-end plutôt ensoleillé malgré quelques nuages et une maximale de 17 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.